J'imagine que cette table a dû vous voir ces temps derniers corriger beaucoup d'épreuves. Vous avez sorti à vous deux 5 livres. Quelque chose comme ça. Elsa Triolet, il s'agit d'une biographie de Tchekhov dans votre cas. Oui, après le théâtre de Tchekhov, j'ai fait une biographie. C'est la suite normale. Oui, évidemment, j'ai eu envie d'expliquer aux lecteurs français ce que c'était que Tchekhov, pour que la lecture des œuvres de Tchekhov soit plus aisée pour un lecteur français. Bien sûr, quant à Aragon, c'est au chapitre poésie qui nous amène. 4 recueils, je crois. À vrai dire, 3,5. Il y a un livre qui est simplement l'ensemble des articles que j'ai publiés dans l'année, dans les lettres françaises, sur le vers régulier, et plus particulièrement sur le sonnet, qui paraissent chez Haîneuse avec une anthologie de jeunes poètes sous le titre Journal d'une poésie nationale. Puis un petit livre de poèmes naturellement réguliers comme tous ceux que je fais, chez Segers, qui s'appelle Mes caravanes, c'est un livre pour la jeunesse. Et puis alors, chez Gallimard paraissent les sonnets, les 31 sonnets de Guy Vic, qui ont été d'ailleurs à l'origine de la campagne que j'ai menée dans l'année, et pour lesquels j'ai fait la préface. C'est pourquoi je dis et demi. Oui, parce que mais... c'est un livre avec 31 sonnets, dans lequel, personnellement, j'interviens avec une trentaine de pages de préface. Mais vous gardez pour la fin le plus important, c'est un recueil de combien? 2000 vers, je crois. 2790, puisque vous désirez qu'on soit exact. Et régulier, bien entendu. Des vers réguliers, c'est toujours ce que j'écris, avec naturellement les irrégularités du vers régulier moderne. Mais Les yeux et la mémoire, ce poème qui vient de paraître chez Gallimard, qui est le premier de ses livres qui est sorti, est certainement ce que j'ai entrepris de plus long. Et c'est un peu bizarre même que ça soit tombé l'année où je faisais une campagne particulière pour la défense du sonnet. C'est-à-dire du poème court. Oui, mais enfin, les contradictions sont les choses motrices de la vie historique, comme chacun sait, et aussi dans la poésie. Je crois que ce nouveau recueil, Les yeux et la mémoire, prend en quelque sorte sa source, ses racines dans un livre d'Elsa Triolet, relativement récent, qui a paru l'an dernier, qui est Le Cheval Roux. Oui, c'est la lecture du Cheval Roux qui a été à l'origine de cette longue rêverie. Le Cheval Roux est un livre dans lequel s'opposent deux thèmes. D'une part, la possibilité de la disparition de la vie humaine de la Terre, à la suite de l'emploi des armes de destruction modernes, et aussi où est exprimée la possibilité contraire du développement de l'homme, de l'amélioration de sa vie de tous les points de vue, même par exemple de la longévité. Et je suis parti dans ce poème également de l'idée de la destruction du monde, mais à la différence du roman d'Elsa Triolet où je suis mort quand le roman commence, ici c'est un dialogue entre Elsa et moi. Dialogue mêlé de toutes sortes de diversions d'ailleurs, mais où l'idée principale, outre l'idée de la paix qui est la conclusion du poème, c'est celle de l'homme de l'avenir, comme dans Le Cheval Roux. Chez moi, l'homme de l'avenir est surtout représenté en fonction de l'idée que je m'en fais, avec le développement de toutes les choses qui sont les meilleures dans l'homme, et particulièrement de l'homme à son meilleur moment, c'est-à-dire quand il est amoureux. Et je vois dans notre monde à nous, les graines de l'homme de l'avenir, non pas dans un homme amoureux, mais dans le couple qui s'aime. Est-ce que je pourrais vous demander de lire un passage, quelques vers de ce poème? Je sais d'ailleurs que vous en avez lu pour un disque Micro-Sillon qui est édité, je crois, par Pathé Marconi. Oui, mais pour Pathé Marconi, j'en ai lu pendant 50 minutes. Alors ici, ce sera seulement un échantillon, si vous voulez. Je vous lis les derniers vers à la fin d'une partie qui s'appelle justement « Pareil à ceux qui s'aiment ». Et dans cette partie, c'est justement là que j'essaye de montrer,
l'aspect qu'aura l'homme de l'avenir. Et comment c'est dans le couple qu'il trouve son point de départ. Car rien, jamais, la cime ou le poème, ni l'art ailé, ni l'azur des problèmes, rien ne fait l'homme et la femme si grands que cet amour l'un l'autre qui les prend. Heureux les gens un jour, pareils à ceux qui s'aiment dans un univers différent. Et naturellement, cette strophe même me ramène au point de départ de ce poème, à l'origine de l'inspiration de ce poème, comme d'habitude, à Elsa. À Elsa Triolet, que nous n'avons pas beaucoup laissé parler depuis que nous sommes là. Pourtant, nous sommes venus aussi pour votre livre sur Tchekhov. Je crois que vous avez d'ailleurs d'autres soucis en tête en ce moment. Oui, mes soucis annuels, vous voulez parler de la vente du CNE au Veldiv, Vélodrome d'hiver. Oui, c'est mon souci bien aimé aussi, bien que je trouve que d'autres que moi, des gens plus jeunes, pourraient me relier. Et Tchekhov? Et Tchekhov, ou plutôt comme nous disons Tchekhov, c'est en somme cet accent russe que je voulais traduire en français lorsque j'ai traduit le théâtre de Tchekhov. Et ensuite, j'ai été amenée, après avoir en somme exécuté une commande, on m'a demandé de traduire le théâtre de Tchekhov pour les œuvres complètes de Tchekhov. Après ça, j'ai voulu écrire la biographie de Tchekhov, et pour ainsi dire la biographie de son œuvre, parce que j'avais bien l'impression que les lecteurs français ne se rendaient pas compte de ce que Tchekhov représente dans la littérature russe. Dans la littérature et dans l'histoire russe. Oh, l'histoire, c'est peut-être Je veux dire qu'on le replace assez difficilement dans son temps, dans son époque, c'est ce que vous avez cherché à faire. Oui, je crois qu'il fallait faire cela pour expliquer pourquoi Tchekhov est tellement cher aux Russes, pourquoi chaque petit récit, chaque conte, chaque nouvelle de Tchekhov était de son temps un événement, et comment il a réussi à garder toute sa fraîcheur et toute son importance pour la Russie actuelle, tellement transformée, tellement différente du temps où vivait Tchekhov. Je crois que Tchekhov est une vieille fréquentation pour vous. Vous l'avez joué étant petite fille. Enfin, j'ai pas joué Tchekhov, ça serait trop dire. Enfin, j'avais 6 ou 7 ans. J'étais à l'école maternelle et j'ai joué dans une petite nouvelle qui était mise en scène à l'école. Je jouais une petite fille et j'avais ce grand rôle. Je devais crier « Ah, un cafard, un cafard !» Mais depuis ce temps, depuis cette petite représentation à l'école, eh bien, je me suis mise à lire Tchekhov. Et j'ai lu Tchekhov toute ma vie, comme d'autres lisent la Bible. Et bien entendu, vous le lisez dans la langue, en russe. Ah, ça, bien sûr. Bien sûr. Les traductions sont souvent très imparfaites et ça concerne particulièrement Tchekhov, qui n'est pas très facile à traduire. Je crois d'ailleurs il ne doit pas être possible actuellement de faire une étude sur Tchekhov ou sur sa vie sans se référer à des sources qui ne sont pas traduites, qui sont toujours en russe. Oui, il y a évidemment une grande ressource pour le traducteur, c'est la correspondance de Tchekhov. Il y a des milliers de lettres de Tchekhov à sa femme, et puis surtout des lettres très significatives sont celles qu'il a écrites au directeur d'un grand journal, Новое Время, nommé Suvorin, que Tchekhov aurait dû
haïr et qu'il aimait beaucoup. Ça arrive. Est-ce que vous avez vu La Cerisée? À Paris, je veux dire, chez Jean-Louis Oui, Barrault. oui, j'ai vu la série Z, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé toute la partie qui concerne le passé. Et enfin, la série Z Détruite. qui va être détruite. Ce qui concerne l'avenir est beaucoup moins bienvenu. Je ne sais pas si les acteurs français n'ont pas entendu l'intention de Tchekhov qui, à la fin de sa vie, puisque c'est une pièce qu'il a écrite l'année précédant sa mort, et tuberculeux et souffrant énormément, eh bien, on aurait pu croire que l'optimisme de Tchekhov montait avec le déclin de sa santé. Il faisait confiance à l'avenir, il croyait à l'avenir, c'était d'ailleurs à la veille de la révolution de 1905, et il a exprimé cela avec beaucoup de force dans la série Z. C'est l'éternel étudiant, comme il dit, Trafimov, joué par Jean-Louis Barrault, qui a ce rôle assez pathétique de cet homme qui n'est pas un véritable révolutionnaire et qui est entièrement porté vers l'avenir. Il oppose à la série Z qui va disparaître toute la Russie qui sera son jardin, comme il dit. Et ceci, ce n'est pas donné à Marigny. Mais à part ça, c'est un spectacle très intéressant, soigné, et sans aucune de ces bêtises qu'on voit au passage d'une pièce d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on voit de semblables problèmes lorsqu'un auteur passe d'un siècle à l'autre, Aragon? Je crois que nous devons terminer sur le dernier de ces livres que nous présentons aujourd'hui, qui est Lumière de Stendhal. Mon Dieu, amener maintenant Stendhal après le film à la télévision, je crois que le moment n'est pas venu et que nous n'avons guère le temps qu'il faudrait à un auteur aussi considérable. Et puis, réduire à ses proportions ce à quoi des hommes comme Henri Martineau ou Claude Liprandi, qui est plus jeune, ont sacrifié toute leur vie, ça serait vraiment léger à moi. Mais La Lumière de Stendhal n'est pas un livre sur Stendhal. C'est un livre qui essaye de tirer de Stendhal certaines conclusions qui valent au-delà de Stendhal par rapport à divers auteurs, depuis Debord de Valmore et Heinrich von Kleist, jusqu'à Zola et Barrès, en passant par Jules de la Madeleine, par Vallès et même par Baudelaire. C'est un livre dans lequel j'essaye d'employer une méthode un peu scientifique dans la critique littéraire, ce qui de nos jours ne court pas les rues. Mais enfin, puisque ici tout doit s'enchaîner, disons qu'en plus, il y a dans Stendhal quelque chose d'essentiel pour moi et qui était lié avec mes préoccupations poétiques dans le temps où j'écrivais La Lumière de Stendhal. C'était l'idée du bonheur qui est, comme on le sait, est une des idées dominantes chez Stendhal. Elle ne vient pas de lui. Au XVIIIe siècle, il l'a empruntée à Helvétius, et après Helvétius, elle a été formulée par un homme d'une autre sorte. C'est Saint-Just qui a dit en 1793 que le bonheur était une idée neuve en Europe. C'est le souhait que cette idée neuve est restée neuve, mais qu'elle s'est davantage étendue, qui est en moi, qui fait que, en même temps, on trouve mes préoccupations poétiques, qui sont celles des yeux et la mémoire, et l'écriture d'un livre comme La Lumière de Stendhal.